Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. National, c'est Guillaume Lavoie qui est là aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. 6 janvier, c'est la journée prévue aux États-Unis pour la certification du résultat électoral. Ça s'était pas bien passé il y a 4 ans. Non, et c'est quand même, quand des choses qui sont, pour le dire en latin, là, du rubber stamp, deviennent des événements où on retient son souffle, des fois, si on se demande, est-ce que les institutions sont poussées dans leur dernier retranchement, ça, c'est un symbole important. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mario, je suis à la maison, juste mon expérience du 6 janvier, LCN appelle en disant, est-ce que vous pourriez venir commenter? C'est le 6 janvier. Je dis, oui, mais vous savez, c'est un peu, pas de nouvelles là. Non, il y a des gens Parce que qui dans le fond, défoncent. ce que c'est en pratique, c'est comme les résultats de l'élection sont sortis et les élus précédents, on certifie, on accepte le résultat tel qu'il est. C'est ça, t'as raison, il faut l'expliquer. Alors, c'est pas un vote au national, c'est État par État. Et chacun des États a la responsabilité d'envoyer une enveloppe avec des certificats qui disent, par exemple, en Indiana, pour le nombre de grands électeurs qu'on a, c'est tant de votes pour un, tant de votes pour l'autre. Faisons ça simple, ils sont tous pour les républicains en Indiana. Et à New York, il y en a tant pour tel. Et c'est l'ouverture des enveloppes, si on veut, pour certifier les résultats. Et ça, c'est fait par le nouveau Congrès, qui, lui, est en place depuis le 3 janvier. Et on reviendra sur qui préside, mais l'idée, c'est que c'est le moment, c'est la dernière étape qui va permettre l'inauguration officielle de Donald Trump comme président le 20 janvier. Donc, s'il n'y a pas de 6 janvier, il n'y a pas de 20 janvier. C'est le moment où le résultat devient officiellement reconnu par les autorités constitutionnelles. Et c'est pour ça que les pro-Trump se disaient, eux, c'est notre dernière chance. En d'autres termes, on s'est fait voler l'élection, il y a eu du trucage, toute la théorie qu'avait monté Donald Trump. Il se disait, il faut bloquer le 6 janvier, il faut empêcher cette étape ultime pour empêcher que Joe Biden devienne président. Et je veux dire, ils étaient vraiment un assaut, là. Oui, et c'était la dernière étape. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un doute où cette étape-là peut pas procéder? Pardon, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Par exemple, il y a eu un cas vers la 3/4 des années 1800 où arrive mettons, de la Louisiane, puis arrive une enveloppe qui dit non, c'est la délégation des républicains qui gagne, puis l'autre enveloppe dit non, c'est les démocrates. Alors là, le Congrès, l'Assemblée aurait le droit de renvoyer ça à la Chambre en disant là, mettez-vous d'accord. Et si à la fin, après un certain temps, il n'y a pas d'accord, mais là, il y a une procédure de sauf-conduit dans la Constitution qui dit, OK, on oublie essentiellement l'élection. Il y a des élus à Washington, il y a des sénateurs et des représentants, mais là, vous allez vous regrouper par délégation. Alors, oubliez qui est représentant, oubliez qui est sénateur. Ceux qui viennent de la Californie, mettez-vous dans un coin et mettez-vous d'accord et vous avez un seul vote. Et ceux qui viennent du Wyoming, il est tout seul, avec les 2 sénateurs, mettez-vous dans un coin, mais vous avez un seul vote. Et donc, on va faire un vote État par État. Alors ça, c'est en ultime procédure, c'est déjà arrivé. Et le pari des républicains, c'est qu'il y a plus d'États républicains que d'États démocrates. Alors, c'est pas la taille, c'est pas New York ou la Californie, New York, Californie, Wyoming. Tout ça, ça vaut un vote chacun. Et ça permettait à Donald Trump de l'emporter. Alors, il y avait véritablement là une logique derrière la folie. Là. Alors, l'idée, c'était de faire déraper, soit politiquement, en disant au vice-président Mike Pence, fais déraper tout ça, en disant aux élus, ne votez pas pour certifier l'élection, sinon d'une manière encore plus grave, en ayant un bouleversement de la réunion avec des espèces de hooligans, des insurrectionnistes qui entrent dans le Congrès. Et c'est là où moi je pensais que la chose était impossible. Quand on dit qu'il y a des gens qui défoncent les murs du Congrès, du Capitole, pour y entrer, et là, ces gens-là n'étaient pas des touristes qui s'étaient garés, là, comme ça a été plaidé par certains là, défenseurs de l'indéfendable. Ces gens-là hurlaient, on est ici pour pendre Mike Pence, pour tuer Nancy Pelosi. Ils ont vraiment tout brisé ce qu'ils pouvaient.
et ils ont été jugés et reconnus coupables et sont en prison. Les gens dont je te parle ici, Mario, ont été décrits comme des otages par Donald Trump et ils ont enregistré en prison une chanson que Donald Trump faisait jouer, non pas avec timidité, mais avec grande fierté pour ouvrir ou fermer ses rallyes. Et d'ailleurs, la probabilité, c'est qu'il va leur pardonner dès son assermentation, il va leur pardonner. Donc, rien de ça prévu aujourd'hui. Tout devrait se dérouler dans le calme et dans l'ordre pour certifier les résultats et préparer l'arrivée de Trump le 20. Et tu sais qui va présider cette réunion-là? Et c'est là où on va voir le vrai test des institutionnalistes. La personne qui préside cette rencontre-là, c'est la personne qui occupe la présidence du Sénat. C'est qui ça? C'est le vice-président, dans ce cas-ci. Donc, c'est la Kamala vice-présidente. Harris. Alors, c'est Mme Harris qui va avoir la tâche, humainement, on comprend très difficile, de certifier que c'est bel et bien Donald Trump qui devient le prochain président. C'est pas la première fois qu'on vit ça. Nixon l'avait fait pour certifier l'élection de Kennedy, qui venait de le battre, par un cheveu aussi. George Bush père l'avait fait pour, dans le fond, certifier sa défaite et la victoire d'un gouverneur que personne connaissait, qui venait de l'Arkansas. Et le plus récent, c'est Al Gore, qui lui-même, aussi par un cheveu, venait présider l'Assemblée. Puis là, je vous le dis, là, il va y avoir un élu ou autre qui va se lever pour crier comme quoi c'est pas juste ou autre. Puis vous allez avoir Mme Harris qui va devoir dire la présidence vous reconnaît pas. On n'est pas ici pour ça. Et c'est elle qui va dire on doit procéder. Alors, c'est le test ultime. Les vrais institutionnalistes sont des gens qui disent je suis pas là pour mon propre sort, je suis là pour le système. Alors ça devrait être quelque chose de beau et de grand, quelque part. Guillaume, parlons de l'Ukraine qui relance une offensive. On avait l'impression que, quelque part vers la fin 2024, là, que l'Ukraine était essoufflée du point de vue militaire, que les Russes avançaient, mais là, tout à coup, des offensives ukrainiennes en début d'année? Oui, et c'est vrai qu'il y a un essoufflement. Puis en plus, imaginez des fois, l'espoir vient de ce qu'on pense qui pourrait arriver. Là, on est plus dans un certain désespoir ou une résignation, là. Parce que Donald Trump le dit clairement. Bon, il va régler ça en 24 heures, mais au-delà de ça, il y a un essoufflement de la volonté chez les alliés de l'Ukraine. Les électeurs américains n'ont pas l'air particulièrement mobilisés ou enthousiasmés par l'idée d'envoyer encore plus d'argent et d'armes dans un conflit, surtout que leur leader politique, notamment J.D. Vance, qui le dit comme ça, et on s'entend, c'est le prochain vice-président, mais il représente une vraie école de pensée aux États-Unis. Il dit, pourquoi est-ce que je donnerais, puis là je le cite, pourquoi je donnerais 60 milliards de dollars à l'Ukraine pour qu'elle protège sa frontière contre la Russie, quand on me dit que j'ai pas assez d'argent pour protéger la frontière de mon propre pays au sud, sinon au nord. Et ça marche. C'est infiniment simpliste, c'est très court terme, mais ça marche. On voit le même genre d'essoufflement en Grande-Bretagne, en Europe, à des degrés divers. Mais tout semble indiquer qu'il va y avoir une réunion forcée où l'Ukraine devra faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire un genre de vous devez accepter que les faits sur le terrain, la réalité, c'est que la Russie, pour un certain temps, va occuper une partie de votre pays à l'est. Et donc, en attendant ça, puisqu'on sait que le moment que la conversation va avoir lieu, la ligne qui a été tracée va être très importante. Elle va devenir de facto, si vous voulez, l'ancrage mental de cette négociation-là. La volonté des Ukrainiens et de M. Zelensky, c'est d'aller le plus loin possible en territoire russe. Parce que là, on est à course. On n'est pas juste sur la ligne de bataille sur le territoire ukrainien. La bataille se fait en territoire de Russie. Et on pourrait présumer que tout pied carré qui serait gagné là pourrait servir d'une certaine monnaie d'échange. De monnaie d'échange. Pour dire, on vous redonne, c'est nous qui contrôlons le curse, on vous redonne, ouais. Dans le cas d'une négociation. La suite sera très difficile. On pourrait imaginer un scénario comme celui de la guerre de Corée. Il n'y a plus de guerre en Corée aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'accord de paix. Il n'y a eu qu'un accord de cessez-le-feu. Alors, peut-être que ce sera ça, un accord de cessez-le-feu. Et là, on part d'une guerre chaude à une guerre froide où des conflits deviennent peut-être figés dans le temps en attendant que les circonstances changent ou véritablement en attendant que Vladimir Poutine ait de nouveau une fenêtre pour continuer
ce qu'il a dit qu'il ferait depuis des années. Puis là, ben, c'est peut-être la naïveté de l'Occident de penser qu'il va arrêter parce que là, maintenant, il a eu ce qu'il voulait. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Plaisir. Au revoir, bonne journée.